Les gars, le podcast d'aujourd'hui est une présentation de Onibi. Yeah! Onibi qui est une eau d'excellente qualité. Absolument. En plus, c'est environnemental. C'est une canette en aluminium. Donc, évidemment, c'est 100% recyclable. Il y a 4 saveurs. 4 saveurs. Ici, on a la lime. On Mûr, a orange sanguine et fruits du dragon. fruits du dragon. C'est un produit local aussi, en fait, puisé dans une esquerre du côté de Lassar, dans le secteur de Lassar, en canetté. Ça se dit-tu? Embouteillé, mais en canetté, En canetté dans le qui secteur fait- d'Amos. Ouais, puis c'est l'eau qui fait le moins de transport. Ouais, Part parce de la sœur qui va directement. c'est un véhicule 100% électrique en plus. C'est une initiative que Onibi a fait. Donc, encouragez-les, supportez-les. Merci aussi de supporter le podcast, supporter Bon en salle. Continuez d'écouter nos épisodes. Grâce à eux et d'autres choses, on fait du bon contenu. Donc, merci Onibi. Et là, on va se rappeler que Onibi, c'est bon en salle. Miam, 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 miam. C'est bon, ça. Bon en salle, le podcast du Théâtre des Esquerres, une autre édition. Et je salue mes co-animateurs, Pierre-Marc Langevin, Salut Mathieu, ça va bien? Benoît Saint-Pierre. Allô? Oui, ça va très bien, les gars. T'as-tu soif parce que. Ben oui, on va saluer notre commanditaire, Onibi, parce que Onibi, c'est bon en salle. C'était important de boire de la bonne petite Onibi avant. La réunion marketing a duré 4 secondes d'écart. Des fois, les premières idées sont les meilleures. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on a un podcast qui s'appelle à peu près ça que dire le podcast. Ça aussi, c'était... C'était 10 secondes, celui-là. C'était un Ouais, petit peu c'est plus ça. long. Grégory Charles. Salut. Musicien, comédien, animateur. Fais tout. Faire tout. J'ai fait tout. Ouais, OK. Pas tout maintenant, mais Ouais, ouais. sur une longue carrière, oui. Nous, on t'a connu à la télé d'abord, évidemment, mais là, c'est vraiment plus la musique qui t'occupe à 100% de ton temps ou tu continues à... En tout cas, certainement moins télé. Là. Effectivement, Ouais, c'est ça. si je devais, là, puis je ne dis pas que c'est un exercice qui est si intéressant, là, mais si je devais revoir ma carrière d'adulte, j'ai fait de la télé, mettons, de 88 jusqu'à 97 de façon très intense. C'est-à-dire que j'étais à la télé vraiment tous les jours, à tout moment, sur au moins 3 des grandes chaînes. Ouais. Fin des années 90, ça a changé un peu. Là. C'est comme un cycle qui est venu qui a fini. Je suis allé aux États travailler. J'ai travaillé sur Broadway pendant un petit bout de temps. OK, ouais. Puis quand je suis revenu de ça, je suis parti avec Céline en tournée pendant un petit bout de temps. Puis ensuite de ça, quand je suis revenu de ça, j'ai décidé de faire un one-man show. Puis là, j'ai commencé à faire vraiment du spectacle. Fait que là, il y a eu une autre phase là, qui a duré une dizaine d'années. Puis ensuite de ça, je suis revenu un tout petit peu à la télé, mais moins intensément. Là. Il y a eu des Star Academy au début des années 2010, puis Ouais, des c'est ça. affaires comme ça. Et puis j'ai commenclà à faire d'autres éléments vraiment institutionnels dans ma business. J'ai commencé à enseigner beaucoup à ce moment-là. Ouais. Puis là, fait que, la télé, c'est sûr que c'est beaucoup moins qu'avant, mais de toute façon, la télé, c'est moins que Ouais, c'est plus la même Mais affaire que des années qu'il y avait 80. avant. Puis la musique, pour moi, c'est sûr que dans ma propre vie, à moi, j'ai commencé à faire de la musique, j'ai commencé à faire de la tournée à 9 ans. Fait que déjà, au milieu des années 70, je commençais déjà à faire beaucoup de musique. J'ai ralenti légèrement. Moi, je suis un avocat. J'ai étudié en droit pendant quelques années. Là. Ah, ben. Puis là, ça a ralenti un tout petit peu C'est quand on disait que tu faisais tout. musical. c'est ça? Ouais. Ça fait ça. Non, mais j'ai effectivement fait beaucoup de choses Ouais, différentes. ouais. Là, aujourd'hui, vraiment, c'est la musique. Mais pas juste la musique sur scène. C'est aussi, je dirais, la moitié de mon temps qui passe à l'enseignement. Moi, J'ai L'Académie. j'ai de l'académie. Grégory. Puis on a presque 20 000. Ah Ça, ouais. C'est virtuel, tout, 100%, Ouais. Grégory? C'est ça? Ouais. Comment ça fonctionne? Y a-tu encore des spectacles aussi à la fin de. Ben, il y en a eu jusqu'à ce qu'on arrive à la pandémie. Oui, Puis là, depuis la pandémie, on a fait quelques spectacles, mais beaucoup moins qu'avant. Il y a une habitude qui s'est perdue, c'est de se rencontrer. Mais pour répondre à ta question de comment ça fonctionne, moi, j'ai parti ça, cette affaire-là, parce que ma mère était ma première prof de piano, puis elle enseignait d'une façon qui était vraiment très particulière. C'est sa façon d'enseigner qui m'a permis d'apprendre
plein de choses, pour pouvoir reproduire plein de choses vraiment très, très rapidement. Elle n'avait pas une méthode classique. Elle enseignait aussi la musique classique, mais moi, elle m'enseignait différemment. Puis quand elle était proche de partir, je me suis dit, il ne faut pas que ça se perde, cette affaire-là. Fait que j'ai démarré cette académie-là en pensant qu'on aurait peut-être cinquantaine de personnes qui allaient s'intéresser à ça. Et ouais, mais tu vois, des fois, une première idée, c'est pas une mauvaise idée parce qu'en bout de ligne, si j'ai consulté plein de gens dans ce monde-là qui me disaient « Ah, tu devrais faire tel genre de formule, etc. » Puis finalement, on a suivi notre première idée. On voulait faire des cours qui étaient quand même exigeants parce que même si j'ai envie de dire à tout le monde que c'est possible de jouer de la musique, c'est quand même pas si... Ça se fait pas de même. Il faut que je peux te le confirmer. Il faut que tu aies une méthode, puis il faut que tu... Une méthode, une discipline. Puis il faut que tu travailles quelque part, mais après ça, c'est tout dans la compréhension. Fait que c'est ça, 7-8 ans plus tard, on est rendu avec presque 20 000 personnes là, qui sont branchées avec nous. Quand même. C'est une chance que c'est virtuel, ça, c'est des grandes classes. Ça ferait des grosses classes. Mais on parle pas en arrière. Et la surprise pour nous, c'est que moi, vraiment, en démarrant ça, cette académie-là, je pensais servir des jeunes de la même façon que moi, ma mère m'avait servi dans l'approche de la musique. Puis, juste pour résumer rapidement l'approche, là, la majorité des gens qui enseignent de la musique, là, si tu leur dis que tu veux faire de la musique, la première chose qu'ils vont faire, c'est t'enseigner à lire. Et ma mère, non seulement elle ne faisait pas ça, elle était convaincue que c'était une mauvaise idée. Okay. Puis elle, son principe, ce qu'elle disait toujours, on apprend à parler, puis on parle à 1 an, puis on a, je sais pas quoi, 50 mots de vocabulaire, puis à 2 ans, on en a 200, puis à 3 ans, on en a 2000. Puis on parle, puis rendu à 7 ans, 6-7 ans, on commence à lire. Mais quand on commence à lire, on a déjà 8-10 000 mots de vocabulaire. Ouais. Puis il n'y a jamais personne qui nous empêcher de les mettre ensemble et faire des phrases. Alors, pourquoi en musique, quelqu'un dit, moi, j'ai envie de faire de la musique, pourquoi est-ce que la première chose qu'on leur dit, c'est qu'il faut que tu apprennes à lire? Parce que le résultat est assez clair. Les gens qui sont surtout concentrés sur la lecture sont capables de jouer ce qu'ils sont capables de lire et pas capables de jouer d'autres choses que ça. Alors que, pensez-y, là, il y a plein de gens qui sont des guitaristes autodidactes qui n'ont jamais lu une note de musique et qui sont capables de jouer 250 millions de tunes parce que c'est leur oreille qui travaille. Alors, c'était ça le principe. Alors, moi, je me suis dit, en partant de cette académie-là, on va servir des enfants comme moi, j'ai été servi. Et on en a plusieurs milliers. Mais ma grande surprise, ça a été la quantité de retraités qui se sont inscrits à notre académie en disant « Moi, j'ai toujours voulu jouer, mais moi, l'idée d'apprendre à lire, c'était rébarbatif, puis toutes ces affaires-là. » Et finalement, on a vraiment, vraiment beaucoup de monde aux deux extrémités. Là, notre plus jeune a 5 ans, notre plus vieux a 95. Et, ensemble, c'est ça. Et elle joue bien. Elle n'avait jamais joué auparavant. Elle a une histoire super inspirante. Là. Elle voulait jouer quand elle était jeune. Ce sont ses sœurs qui ont eu le droit de jouer. Elle s'est mariée, elle s'est occupée de son mari. Elle a eu des enfants, elle s'est occupée de ses enfants. Ses enfants ont fait de la musique. Ses enfants ont eu des enfants, elle s'est occupée des enfants de ses enfants. Finalement, il y a quelques années, elle m'écrit une lettre. Elle me dit ça, puis elle me dit, moi, là, j'ai vu vos annonces. Là, moi, je veux apprendre à jouer. Je peux-tu prendre 2 cours à la fois parce qu'il me reste pas tant de temps pour devenir bonne, qu'elle a dit. Puis là, après ça, le gros défi pour elle, c'était pas d'apprendre à jouer de la musique. Son gros défi, c'était d'apprendre à utiliser un ordinateur. C'est ça, parce que c'est virtuel. Exact. C'est ça. Fait que c'est une vraiment belle histoire. Puis des fois, effectivement, quand ton intention comme entrepreneur, quand ton intention, c'est pas de faire des sous, de révolutionner le monde, quand ton intention est vraiment très, très simple et ta proposition est simple, bien, des fois, ça donne des résultats très surprenants. Puis c'est toutes des capsules que toi t'enregistres ou il y a d'autres gens aussi qui... Non, c'est moi le prof de tout ça. On a 13 cours différents pour des adultes. On a 4 cours différents pour des enfants. Ça marche à coût de 10 minutes par jour en 2 sessions de 100 cours. C'est 200 cours de 10 minutes. Puis moi, j'ouvre des fenêtres chaque semaine. 2-3 fois par semaine, j'ouvre des fenêtres pour que les gens puissent poser des questions. Les gens m'envoient des vidéos, je commence leurs vidéos, puis on avance comme ça. Une espèce de réseau social, musical. C'en est un, d'ailleurs. Moi, ouais. J'étais en show à Rouen. Il y a des gens qui sont des membres de l'Académie qui sont venus voir le show que j'ai vu après. En show à Val-d'Or. Il y a des gens qui sont des membres de l'Académie qui sont venus voir le show à Val-d'or. On donne des cours de piano, on donne aussi des cours de guitare, puis on a aussi donné des cours de chant pendant un long bout. Puis à un moment donné, je faisais un show pas tellement loin de Montréal. J'ai dit, s'il y en a qui veulent venir chanter avec moi pour ce show-là, vous êtes bien. 90 personnes quand même qui sont venues là-dedans. Une chorale au complet. Là-dedans, il y en a qui venaient de la Colombie-Britannique, il y en a qui venaient du Manitoba. Oh my God. Il y en a qui venaient du nord de l'Ontario. Oh my God. Ici, c'est pas si loin, là, mais il y en a qui venaient du nord de l'Ontario. Grégory Charles m'a invité, je vais y aller. Le technicien devait être content. Plus ils sont nombreux, plus c'est facile, en fait. Ah oui, tu mets des micros. Oui, plus c'est facile. Des beaux condensateurs en avant. C'est fait.
Ouais, c'est ça, parce que quand tu fais des shows de chorale, ils sont tous mikés. Ça dépend. Ça dépend des pas shows. tous, moi, c'est ça. Moi, ça, c'est un autre pan de ma vie qui a été intense. Moi, j'ai commencé à faire du chant choral quand j'avais 7 ans. Avec les petits chanteurs du J'ai commencé Mont-Royal. à Mont-Royal. J'ai commencé à diriger des chorales quand j'en avais 13. Et j'ai fait ça, diriger des chœurs de façon hebdomadaire. J'ai fait ça jusqu'en 2010. Oh my God. Et j'ai continué à le faire de façon plus sporadique après. Honnêtement, de toutes les activités musicales que je fais, c'est mon activité préférée. Ah. C'est dur à expliquer parce que pour les gens qui font ça de chant choral, tu sais, c'est qui les gens qui font du chant choral, là? C'est l'activité de loisir la plus populaire au Québec, là. Alors, tu as des enfants qui chantent dans des écoles, évidemment, mais tu as un paquet de monde qui sont des assistantes dentaires, des secrétaires, des professeurs qui décident de se réunir le mardi soir avec une gang pour chanter un quelconque genre de musique, peu importe. 50 Cent. Non, mais ça c'est rare. Mais tu sais, c'est drôle parce que tu dis ça en joke, mais en même temps, les chorales sont les plus grands consommateurs de droits d'auteur de chansons québécoises au Québec. Ah, ben oui. Alors, s'il n'y avait pas des chorales, les auteurs-compositeurs feraient beaucoup moins de sous. Parce qu'il y en a plein là, à travers la province qui vont chanter du Vincent Vallière, qui vont chanter du Daniel Bélanger, qui vont chanter tout ça et qui payent des droits pour ça. Mais il y en a qui font de la musique classique, il y en a qui font du jazz, il y en a qui font, je sais pas moi, de la musique de Broadway. Il y a toutes sortes de chorales. Et l'affaire cool de ça, c'est que tu peux te retrouver n'importe où. Tu n'as pas besoin de brancher un instrument. Tu n'as pas besoin d'avoir de l'audio. Tu te retrouves avec des gens de différents secteurs de la société qui viennent juste chanter ensemble et faire, j'aime ça dire ça, qui viennent créer un accord parfait. Puis c'est l'affaire cool de chanter et c'est pas vrai de jouer des instruments. Moi, j'en joue des instruments, là. L'affaire qui est fantastique de chanter, c'est que c'est pas psychologiquement possible de chanter et d'être de mauvaise humeur en même temps. C'est vrai. Tu peux être totalement enragé et jouer du violon. Et en général, ça paraît parce que l'archer commence à perdre ses crins. Tu peux piocher sur un piano et être vraiment en furie et jouer du piano. Mais chanter, on dirait que ton corps refuse de chanter et d'être de mauvaise humeur. Tu peux être triste, tu peux être joyeux, mais tu peux pas être fâché. Ah non, tu peux pas être de mauvaise humeur. Il faut que tu parques ta mauvaise humeur puis tu dis, j'y reviendrai tantôt, mais là, pour l'instant, je chante. Sex Pistols, The Ramones, peut-être pas The Ramones, mais tu sais, les bonnes bands plus punk, ça Les m'a fâché. punk agressifs, mais... Je suis pas mal certain que l'individu qui chante, parce qu'en général, tu vas me donner des exemples, les exemples de musique punk, tu as en général une personne qui chante, puis ensuite de ça, tu as un groupe, mettons, qui va répondre, une foule qui va répondre. Remarque la foule qui répond. Que ça a l'air de leur face. Même là, dans les tunes les plus intenses. C'est des gros. C'est des gros smiles de monde qui sont super contents de chanter en même temps. Puis, je suis sûr que la personne qui chante lead, là, je suis sûr qu'elle n'a pas de mauvaise humeur pendant qu'elle fait ça. Elle donne juste un show. Elle doit juste attendre que tout le monde se mette à chanter avec. Alors, je ne vais pas virer ton point à l'envers, là, mais même là. Ah oui, c'est correct. Tu sais, pense-y comme il faut. Là. Quand il y a un événement sportif où tout le monde est de bonne humeur, là, qu'est-ce que le monde fait? Le monde chante. Quand il y a un événement syndical, puis tout le monde est ensemble, solidaire, qu'est-ce que le monde fait? Le monde chante. Quand il y a des événements heureux, mais même quand il y a des événements malheureux, mais même quand il y a, je sais pas moi, un décès, il est arrivé un accident, il est arrivé quelque chose, qu'est-ce que c'est le réflexe des gens? Le réflexe des gens, c'est vraiment de chanter. Je donne des fois... Genre au décès de la reine, mettons? Mais n'empêche que... Justin. N'empêche que oui. Parce que tu vois, cette fin de semaine-là, bon, là, c'est sûr que ça a été monté en épingle, cette affaire-là. Mais tu vois, moi, cette fin de semaine-là, j'ai passé 3 journées complètes dans le sous-sol de Westminster, là, avec des représentants de toutes sortes d'autres pays, y compris Kiri Tekanawa, qui est une grande chanteuse de musique classique, lyrique, qui vient de la Nouvelle-Zélande. Y compris, c'est un paquet de monde, là. Daniel Craig, James Bond, c'est un paquet de monde qui était invité là, à la même affaire. Puis, tu sais, parce qu'il y avait un protocole vraiment intense, on a attendu des heures, tu sais, dans ça. Puis, qu'est-ce que tu penses qu'on a fait? On a fait de la musique. Je comprends que c'est des funérailles, là. Mais tu sais, t'es ensemble, t'es réunis. Je comprends l'optique là, du politicien qui va là et qui a un party. Là, I get it. Là, je comprends pourquoi il y a eu 500 millions de vues de ça. Mais n'empêche que, bon TikTok. n'empêche que dans la vraie vie, qu'est-ce que les gens font? Même dans nos funérailles qu'on connaît. Ben oui. On veut pas que ça soit du larmoyage. Ben non. On est triste quand quelqu'un part, c'est sûr. Ça dure un moment, mais... Mais on profite en général surtout du fait qu'on est réunis. D'ailleurs, moi, je suis allé à des funérailles dernièrement dans ma propre famille. Puis
sais, maintenant, c'est moins religieux que ça l'était auparavant, mais il y a quand même, pendant qu'on était au salon mortuaire, il y a quand même un père qui est venu faire ce que des pères souvent font dans des funérailles. Il nous disait, Suzanne a été très aimée par ses enfants et son mari, et puis elle laisse ses frères et sœurs dans le deuil, puis il raconte tout ça, puis on s'est rendu compte vraiment assez rapidement qu'il ne parlait pas de la même Suzanne que celle pour laquelle on était. What? Je veux pas que personne pense qu'on n'a pas ri toute la gang parce que c'est des funérailles et qu'on n'est pas supposé rire. Tout le monde est juste. On n'est pas supposé avoir le fun, parce que là, une fois qu'on a compris qu'il parlait de quelqu'un d'autre, puis que, tu sais, on le laissait aller, puis à un moment donné, il y a une de mes cousines qui a dit « C'est juste que c'est probablement pas la bonne. » Elle n'a pas d'enfant. C'est excusé, il y avait 2 Suzanne dans la même fin de semaine. OK. Je vais aller ouvrir mon autre document. Poup, poup. On va dire qu'un iPad. Moi, j'ai une question. Comment tu t'es senti de remettre tes pieds dans ton personnage de Chambre en Ville pour le bye-bye? Ah! Parce qu'on parlait tantôt de la télé puis que tu étais un peu moins présent, mais moi, j'ai aimé ce caméo-là. C'était effectivement, je pense, une bonne idée. C'était Oui. une vraiment bonne idée. Puis je pense que c'est comme ça que toute notre équipe l'a reçu aussi, hein. Parce que je pense qu'on était quand même assez prudents. Ça ne nous appartient pas, nous, ça, Chambre en Ville. Ça appartient à l'auteur, Chambre en Ville. Puis même si moi, je suis extrêmement reconnaissant d'avoir pu participer à cette affaire-là pendant une dizaine d'années, ça ne m'appartient pas. Fait que je ne suis pas de ceux qui ont abusé du rappel que je faisais partie de Chambre en Ville pendant des années. Ça a fini à la fin des années 90. Fait qu'en général, Francis Redé, Anne Dorval, moi-même, on est vraiment très discret avec ça parce qu'on veut pas embêter Sylvie Payette, à qui ça appartient. Mais quand ils nous ont appelés pour nous dire c'était quoi l'idée, l'inflation c'est tellement élevée que même les kits de Chambre en Ville, on trouvait que le flash était vraiment bon. Fait que là, c'est sûr que le flash était vraiment bon. Tout le monde a dit oui. Et puis, mais c'est quand on s'est vu. Parce que c'est sûr que la réalité, c'est que les personnages n'étaient pas si loin de ceux qui les jouaient. Parce que j'aurais pas vraiment pu jouer. Je suis un acteur correct. Je suis pas un grand acteur. Mais jouer moi-même, c'est pas si dur, ça. Puis tu sais, j'ai envie de dire, même si Patricia n'est pas là, Patricia n'est pas une grande comédienne non plus, mais jouer elle-même de façon excessive, c'est pas un grand défi. Puis Anne Dorval, pas de farce. C'est Anne Dorval, peu importe quoi qu'elle joue. Fait que c'est pas loin non plus. Fait que, à part Francis avec son accent et son personnage qui est... Mais tu sais, même lui, Francis, il a passé, je sais pas quoi, 8 ans au cégep. Fait qu'il était pas si loin de jouer son propre personnage. J'aime le roast. Fait que là, quand tu penses à ça, se revoir toute la gang, mettre nos costumes puis jouer, on a ri énormément. Évidemment, on a aussi ri parce que on a pas mal tout changé de format. Fait qu'on est, dans certains cas, 2 fois plus que ce qu'on était il y a... Vous étiez dans la jeune vingtaine à ce moment-là, j'imagine? Ben oui, c'est à la fin des années 80. Francis était dans la trentaine. Anne devait être pas tellement loin non plus. Vincent Gratton aussi est dans cette gang-là. Mais Patricia, Gilbert, et moi, on était 10 ans vraiment plus jeunes que ce gang-là. Ce qui était incroyable, c'est que dans le fond, l'aînée de notre groupe, là, la doyenne, Louise Deschâtelet, elle n'a pas changé. Elle a l'air du même format qu'elle l'air. Puis c'est une femme qui était déjà mûre quand on a commencé à faire ça. Là, elle est en super shape. Fait que ça a été vraiment, vraiment le fun. Puis c'est le fun aussi, la réaction que les gens ont eue. Il y avait un véritable, je sais pas moi, un courant d'affection pour ça. Parce que quand même, ça a été une émission... à succès. C'était une émission très, très regardée. Ça a marqué le Québec. Dans les années 90. Ça a fait quelque chose qui n'avait pas été fait auparavant non plus d'entendre. On n'était pas des ados, mais on représentait des ados. On n'avait pas tant écouté des ados jusque-là. Après ça, il y a eu d'autres affaires qui étaient dans ce sens-là. Là. Mais fait que ça a été vraiment le fun de se retrouver. C'est fou. J'avais écouté les coulisses Bye Bye, puis il expliquait qu'Anne ne pouvait pas être là tous les tournages, qu'ils l'ont rajouté en post-prod. D'ailleurs, notre réaction, moi, en tout cas, quand tu as appelé, pour dire on aimerait ça que tu participes à cette affaire-là. Ma première réaction, c'est Anne a dit oui à ça. En même temps, on l'entend bien dire à la fin, non, ça ne reviendra pas, Chambre en Ville. Non, puis je pense pas qu'on soit attaché à l'idée de revenir en arrière. Personne. En même temps, l'idée que ce concept-là revienne, peut-être pas une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que c'est jamais une mauvaise idée socialement de revisiter
comment les choses étaient dans le passé pour observer, prendre un snapshot, un Polaroid de comment les choses sont maintenant. Moi, j'ai fait une autre émission à l'époque qui s'appelle Les Débrouillards. Ouais. On a fait 15 saisons de cette affaire-là. Bon. C'est fou parce qu'au bout de nos 5 premières saisons, on s'est assis avec la gang et on s'est dit, on a-tu encore quelque chose à raconter? Puis on a eu une pause d'1 an et quelques. Puis quand on a repris, on s'est rendu compte, c'était une émission scientifique, on s'est rendu compte que 9 fois sur 10, la science avait déjà progressé assez en 6-7 ans pour qu'on refasse un reportage sur le même sujet et qu'on tire d'autres conclusions. Fait que c'est vrai de la science. Puis tu sais, les fondements de la science, les lois universelles, ça ne change pas. Mais notre perception, notre compréhension de ce qui se passe, ça change. Fait que la même chose est vraie aujourd'hui. Tu sais, dans le Montréal de 1988-89, quand Chambre-en-Ville a commencé, puis qu'il y avait une face foncée dans une maison avec une ribambelle de face pâle, on revisiterait ça aujourd'hui. Trouver une rousse à Montréal, c'est plus dur que trouver un noir. Tu sais. Alors là, il faudrait repenser ça aussi parce que le visage de Montréal a changé. Même chose avec les sujets. On abordait des sujets qui étaient super importants à l'époque. On abordait le sujet de l'avortement, par exemple, chez des ados. Écoute, c'est un sujet qui est maintenant totalement installé. Il y a un paquet de sujets sur la sexualité des adolescents qu'il faudrait voir, sur la violence aussi, sur le bullying, sur toutes ces bébés-là. Alors, je pense que l'idée serait encore intéressante. Il y a tout le côté technologique aussi qui peut être utilisé. Absolument. Intelligence artificielle. Puis là, d'ailleurs, ils pourraient nous ramener en intelligence artificielle et ça leur sauverait beaucoup d'ajustements de costumes. Là, la question qui tue, est-ce que tu es toujours capable de faire le moment du défi? Moi, je me souviens, une émission, tu parlais de capacité pulmonaire. Je pense que c'était avec Marie-Soleil. Puis, tu avais fait le plus long, c'est le moment du défi. Ça m'a marqué à vie. Il était vrai en faisant de ça. Ben oui, il était pas triché. Je suis pas mal sûr que je suis pas capable de refaire ça maintenant. Non, parce que je pesais 127 livres. Fait que, il y a juste ça. Je suis pas à 100 de plus, mais pas loin, quand même. Mais c'est drôle parce que vous me posez la question. Puis je suis allé faire un événement pour des finissantes en médecine à l'Université Laval. Okay. Pas l'année passée, l'année précédente. Et puis j'ai bien dit des finissantes parce que quand moi j'étais à l'université, il y avait en droit et en médecine, à l'université où j'étais, il y avait 5 gars pour chaque fille. Et là, maintenant, dans les 2 cas, il y a 7 filles pour chaque garçon. Oh. Ça, c'est et en médecine et en droit. Ce qui est une bonne nouvelle. Ça veut dire que pendant trop de générations, on a empêché des filles de réaliser cette possibilité-là avec une vision archaïque, avec une vision fermée de la chose. Mais n'empêche que, alors, je suis là, il y a quand même du sang chaud qui coule dans mes veines. J'ai 50 cocanées maintenant. Et puis, je suis invité. Puis là, les jeunes filles organisatrices de leur propre party viennent me voir avant et disent, écoute, Monsieur Charles, on a quelque chose à vous demander. On admire votre carrière, etc. Puis là, je ne sais pas ce qu'ils s'en vont avec ça. Est-ce qu'on peut vous demander, à la fin de votre animation, parce que j'animais tout le jour, puis toute la soirée, puis j'avais un spectacle, puis ensuite de ça, quand vous allez avoir fini tout ça, puis qu'on s'en va vers le DJ, est-ce qu'on peut vous demander, s'il vous plaît, de faire... C'est le moment du Le fumeur n'a pas participé. Je suis un peu asthmatique, j'aurais été au milieu. De la moitié, moi. C'est pour ça. J'ai 2 ans. Je peux mourir. J'ai une amie qui a participé à tes concerts de l'Académie de Grégory. Oui. Parce que c'était, je pense qu'il y avait 100 personnes extra en piano, un truc comme 100 ça. personnes à l'heure, parce qu'on a accueilli 1600 personnes cette fois-là. Quel âge elle a, ton ami?
Aux alentours, début trentaine. OK. Donc, ça fait... elle était quelque part là, dans la vingtaine à ce moment-là. Ouais, Est-ce que probablement. tu as dit qu'elle avait aimé son expérience? Oui, elle a vraiment aimé ça. Autant la partie de l'apprentissage, puis le show. Hein. Aller faire le show. Mhm. Pour nous, ce qui était vraiment le fun, c'est de voir, comme je disais, l'espèce de dualité d'avoir des enfants qui participent à cette affaire-là. Tu sais, les enfants, ça apprend. Puis on dirait que c'est même pas totalement concentré sur l'affaire. Ouais. Fait qu'ils jouent, mais ils regardent au plafond, ils regardent autour, puis ils n'ont pas vraiment de problème. Puis là, tu as des gens plus mûrs, puis surtout dans la génération qui me précède. Dans la génération qui me précède, clairement, les gens voulaient bien faire. Je suis pas mal sûr que c'est pour ça que c'était plus simple, l'école, à l'époque. Parce que tous ces gens-là qui ont voulu bien faire, c'est qu'ils voulaient être attentifs, réussir ce qui était au programme, mais ils sont devenus des adultes de même aussi. Ils voulaient bien faire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des torts qui viennent avec ça, mais il y a surtout du bon qui vient avec ça. Fait que de voir des gens qui ont 60, qui ont 65, hyper concentrés, qui veulent bien faire, à côté du kid qui a 8 qui joue sans aucune difficulté, ça, c'est fantastique. Mais ce qui était vraiment fantastique de ce concert-là, c'était de voir, particulièrement pour les gens plus vieux qui prennent des cours avec nous, de voir leurs enfants, mais surtout leurs petits-enfants courir vers eux après, puis leur dire à quel point ils sont fiers d'eux et qu'ils les trouvent fantastiques par avoir réalisé quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait. Puis, alors, il y a ça là, qui est apparent, mais l'autre chose qui est vraiment le fun, c'est apprendre la musique, c'est une affaire. Devoir la jouer, c'est un exercice de mémoire considérable. Et moi qui ai eu des parents qui ont tous les deux été atteints de la maladie d'Alzheimer, apprendre quelque chose de neuf quand tu arrives plus vieux, là, quand tu as 50, 60, 70, 80, 90, c'est ô combien important. Tu sais, les gens pensent des fois que c'est juste une question d'activité mentale, d'activité cérébrale. C'est pas juste une question d'activité cérébrale. Parce que si tu as été cruciverbiste toute ta vie, tu as fait des mots croisés, si tu continues de faire ça à 70, c'est fantastique, c'est bon pour ton divertissement, là, c'est bon pour... Mais ça ne change rien. Mais si tu décides à 65 d'apprendre le farsi. Il n'y a peut-être pas de raison que tu t'en ailles en Turquie, là, mais tu apprennes une langue dont tu ne connais rien. Ça, c'est extrêmement bon. Ça, puis de ne pas être sédentaire. C'est les deux affaires. Pour tous les gens là, qui se demandent là, comment combattre la démence puis toutes ces maladies dégénératives-là, il y a deux affaires claires. Ne pas être sédentaire. Bouger de façon régulière, bouger de nouvelles façons aussi. Tu sais, si tu n'as jamais joué au pickleball, ben joue au pickleball, fais du badminton, fais n'importe quoi. Pas obligé de te briser les os, là, mais bouger, puis apprendre de nouvelles affaires. Ouais. Et je pense que c'est peut-être ça le plus grand bénéfice. À part le fait qu'on fait de la musique ensemble, là, les milliers de personnes qui font cette académie-là, c'est ça la plus belle conséquence. Ça s'est passé comment sans piano dans la même heure? On avait loué une chapelle, une énorme chapelle. On avait installé 100 claviers. Il y avait mon orchestre, un orchestre à cordes, et moi. Puis là, les gens venaient jouer toute une séquence. Puis après ça, ben, on change. On en a 100 autres. On a fait toute une journée comme ça, là, de je pense, 8 heures le matin là, jusqu'en fin de soirée. Fait que c'est une grosse journée pour toi, ça. Oui. Parce que toi, c'était pas juste une heure. Ouais, légendairement, je manque pas d'énergie. La légende dit qu'il dort pas. Je dors effectivement moins même maintenant que je dormais. C'est quoi, c'est une demi-heure par jour? Oui, je suis pas rendu là, mais en hiver, à peu près 4 heures. En été, 3 heures. Oui, bon, good. Ouais. Et puis, alors les gens me demandent toujours comment ça se fait. C'est clairement génétique. Moi, mes parents dormaient très peu quand j'étais jeune. Moi, là, ma crise d'adolescence, j'allais me coucher très tard. Ma mère était debout. Je me levais. C'est vrai que ma crise d'adolescence a coïncidé avec sa ménopause, qui étaient deux états de crise. Oui, 2 états de crise vraiment très, très intéressants. On se rejoignait bien. Et puis, je me levais le matin, ma mère était debout. Puis mon père était déjà parti. Fait que c'est ça. Ça vient de là. Okay. Je suis curieux, tu as fait le spectacle à la cathédrale cet été en fait. C'était un des premiers spectacles musicaux dans la cathédrale. C'était le premier. Oui, c'était le premier en fait, je pense. Oui, c'était le premier. C'est une espèce d'inauguration d'un nouveau système. Très fun. Moi, j'aime ça jouer dans ces grands vaisseaux-là. Je pense que ça connecte à 2 éléments. Le premier élément, c'est que moi, mon premier rapport avec la musique, il est là. Moi, ma mère était organiste de notre village. Ma grand-mère avait été organiste du même village avant elle. Et moi, mon premier contact avec la musique, il a vraiment été là, à l'église. Moi, j'ai commencé à jouer de l'orgue à 5 ans. Ma mère, encore une fois, qui était ma prof de musique, avant d'apprendre à jouer du Clementi ou du Beethoven ou du Mozart, n'importe quoi, ma mère, elle m'assoyait
au moment de l'offertoire, à l'orgue, puis elle me disait « improvise ». Puis des fois, elle me donnait un thème, elle me jouait un thème, puis ensuite, il fallait que je joue sur ce thème-là. Alors, mon premier rapport avec la musique, c'est un rapport avec les vaisseaux qui sont l'Église. Alors ça, j'aime ça. L'autre élément, vous allez trouver ça complètement niaiseux, mais l'autre élément, c'est que dans une Église, tout le monde est mal assis. Et... mais pas de farce. Pas faux. C'est vrai, Pas de farce. Ça confère à un public un autre genre d'attention. Ouais. Les gens sont attentifs, sont participatifs. Ils s'endorment pas parce qu'ils ne sont pas assez confortables pour ça. C'est ça. Je pense que c'est plus confortable quand tu te déplies l'appui-genou. Oui, mais tu sais, mettons, quand même mal. dans un spectacle, subitement, tu te mets à genoux. C'est quelque chose de weird. Mais Si tout le monde se met à genoux, c'est moins Tout en pire. même temps. Alors, vous, les garçons, vous êtes probablement trop jeunes pour avoir vécu ça, mais à la fin des années 60 et pendant tout le début des années 70, c'était le party dans les églises. Et pas juste le party parce qu'il y avait des shows dans les églises. Non, non. C'était le party pendant les messes dans les églises. Oui? Le Québec a été le royaume de la messe à gogo. Puis, tu sais, les gens, quand ils entendent parler de ça, messe à gogo, ben, ils pensent que c'était juste Kéten. Ça l'était un peu, Kéten, mais c'était pas juste Kéten. C'était aussi très, très, très musical, très, très participatif. Puis, ça allait aussi avec l'espèce d'inconfort qu'il y a dans nos églises. Alors, pour tout ça, j'aime ça. Et ça a été le fun. Ce show-là qu'on a fait à Amos, là, il y a eu des affaires qu'on imagine bien dans une église, mais il y a eu aussi, tu sais, on a fait du métal, on a fait du Metallica, on a fait plein d'affaires ce qui était très, très le fun. Je me souviens, après le spectacle que tu as fait à la cathédrale, il y a un autre spectacle à l'époque du raccourci, où Mathieu était comédien. Puis dans le spectacle, ils ont fait jouer à l'orgue des tunes de Jurassic Park. C'était quoi? Jurassic Park, il était une fois dans l'Ouest. Gaëtan Robert qui avait décidé d'être créatif. Oui, c'est ça. Fait que c'était quand même drôle d'entendre ce genre de Jurassic Park qui part dans la cathédrale, c'est pas de quoi. C'est drôle, mais en même temps, c'est tout à fait dans l'ordre des choses. Oui. Parce que c'est comme ça que la musique s'est développée dans les églises européennes. C'est comme ça que la musique s'est développée. Bon, chez les catholiques, c'est un peu moins évident, là, mais chez les protestants, là, les anglicans, les presbytériens, les épiscopaliens, le répertoire que la foule chante, que l'assemblée chante, c'est des tunes qui datent du 14e, du 15e siècle. Et ces tunes-là, c'est pas des tunes sacrées, c'est des tunes. Des tunes populaires. Comme du Caïn. Qui ont été. De l'époque. Si tu veux. Mais ton exemple est vraiment bon. Je comprends l'humour qu'il y avait derrière, mais ton exemple est vraiment bon parce que les mélodies de Caïn sont toutes sur des mélodies vraiment ultra simples. C'est facile à mémoriser. C'est ça l'idée derrière. Ben, les airs qui sont chantés, les hymnes qui sont chantés là, dans les églises anglicanes, ben, c'est toutes des airs ultra faciles à suivre. C'est ça l'idée. Puis l'orgue servait à intégrer ça, mettons, à intégrer la musique. Tu sais, je vais vous donner un exemple niaiseux, là. Mais une des chansons d'enfants qu'on chante, c'est une chanson qui a été adoptée par l'Église luthérienne il y a 500 ans de ça, qui, elle, appartenait déjà à la religion juive. Alors, chez les Juifs, on faisait déjà une mélodie qui fait... Ça Frère Jacques. C'est Frère Jacques, mais en mineur. Et donc, nous, aussi anticlérical que notre société soit devenue, on continue de chanter cette tune-là, qui est une tune de religion juive rentrée dans le monde anglican, récupérée par les francophones ensuite de ça pour devenir une chanson pour enfants. Ah, c'est fou quand même. Ça peut être intéressant, ce blog-ci. On peut avoir de l'information. Là. C'est ça, c'est pour ça qu'on fait le podcast depuis 5 ans, pour apprendre des choses. Puis, je pense qu'on est tombé sur la bonne personne pour apprendre des belles choses. On va faire une quotidienne avec Grégory. Évidemment, en musique, ton succès a été très, très populaire avec tes fameux défis de chansons dans la foule. C'est quelque chose qui te suit encore aujourd'hui, j'imagine? Oui. Tu gardes ce plaisir-là de faire ça? Oui. En fait, moi, j'ai commencé à faire... La formule interactive, pour moi, ça reste avec moi. Deux raisons. Je me tanne rapidement de faire la même chose. Fait que je m'arrange pour que toutes les choses soient différentes. Mais deux, c'est que je suis totalement convaincu qu'un show interactif pour le public, c'est un show qui lui appartient. C'est un show unique. Oui. Puis, j'ai rien contre les shows avec un setlist. J'ai fait de la tournée avec Céline. Grosso modo, on faisait les mêmes tunes
Ben, ça dépendait des lieux. Là. Ouais. Mais grosso modo, on faisait la même tune à tous les soirs. Là. Et c'est sûr que si t'es Céline, si t'es Mario Pelcha, Céline, c'est sûr que c'est un exemple évident, c'est une vedette internationale. Mais mettons là, que t'es pas une vedette intersidérale, là. Mettons que t'es Éric Lapointe ou que t'es Mario Pelcha ou je sais pas quel autre exemple, ou t'es Pierre Lapointe. Prenons l'exemple de Pierre Lapointe, c'est plus contemporain. C'est Pierre Lapointe, puis t'as eu une dizaine de chansons que les gens connaissent. Là. Si t'es Ariane Moffat, mettons, puis t'as aussi 7-8 gros succès. Là. Si t'es Carquois, puis t'as aussi 7-8 méga succès, on comprend qu'à chaque show, tu fasses tes 7-8 méga succès. C'est parfaitement compréhensible. Ah ouais. Je reviens à l'exemple de Mario Pelcha. C'était Mario Pelcha qui a un paquet de hits. Puis en plus de ça, c'est le plus gros fan club au Québec. Un fou d'une poche. Tu vas pas t'en aller faire un show et dire, savez-vous, ce soir, je décide que je ne jouer absolument aucune de mes chansons. Tu vas pas faire ça. Je vais juste faire les plus mauvaises. Oui, mais moi, alors je comprends les gens qui roulent avec leur tune. Je comprends Rock Voisine, mettons, qui a fait facilement 15 tunes que les gens reconnaissent, de rejouer ces 15 tunes-là. Puis là, quand c'est pas ces 15 tunes-là, il fait Americana avec aussi 15 autres. Mais moi, c'est pas ça. Je serais ravi d'avoir composé ou écrit des super hits. J'ai peut-être une tune que les gens vont avoir écouté beaucoup là, dans les années 2000. Puis, tu sais, le reste, je suis un gars qui collige, un gars qui collectionne, je suis comme une encyclopédie de musique. Okay. Fait qu'après ça, si je suis une encyclopédie, pourquoi je me collerais juste sur 12 tunes ou 15 tunes ou 20 tunes? Moi, mon intérêt, c'est de dire, OK, j'ai un public d'enfants, mais je vais faire du répertoire des 20 dernières années. J'ai un public de gens qui ont 70 ans et plus. Ben, on va faire de la musique des années 40, 50, 60, 70. Et ça me fait plaisir de faire ça. C'est un défi de mémoire, c'est un défi d'interprétation. C'est aussi un défi d'histoire. Puis le fait que j'ai assimilé autant de musique, ça me permet vraiment de comparer des époques, de voir comment une chanson revient ou un sujet revient. Fait que je m'ennuie jamais. Ça serait quoi la toune que tu as reçue en demande spéciale, que tu as eu que tu n'as pas réussi ou que tu connaissais pas pantoute? D'abord, il y en a 41. Ouais. Okay. En pure demande spéciale, c'est-à-dire le piger des coupons par téléphone intelligent, c'est arrivé 41 fois depuis fin des années 90 là, que je suis obligé de dire je sais pas c'est quoi. Il y a des fois absurdes où je pense que les gens ils ont l'impression que c'est un tour de magie. Ouais. Puis, ça m'est arrivé une fois à New York. Il y a un gars qui me demande une chanson. Puis, fait que je pige son machin. Puis, je fais comme, chanson ça. Il dit, c'est une chanson de musical. Une chanson de musical? Quel musical? C'est un musical que j'ai écrit moi-même et qui n'a jamais été fait. Bon, là, tu sais, il y a de l'exagération, mettons. Ouais, mais il te donne pas de chance. Mais ça m'est arrivé des fois. Ça m'est arrivé une fois de piger une chanson de Florent Pagny pendant que j'étais en France. J'étais à Nancy pour un spectacle. Je pige une tune de Florent Pagny. Puis, tu sais, ça nous arrive pas si souvent d'être pris au début. Fait que là, je pige, puis là, je fais, ça va peut-être me revenir. Je la dépose sur le piano, puis là, on pige autre chose, puis on continue. Puis là, je reviens, puis chaque fois, je me dis, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, le titre me dit quelque chose, mais ça me revient absolument pas, là. Et, fait que finalement, le show avance vers la fin du show. Je fais, hey, là, je vais en prendre, mais je vous avoue, là, je connais pas ça. Puis je nomme la chanson, et tout le monde dans la salle, tout le monde se met à chanter. Tout le monde au grand complet. Bon, j'avais une excuse, c'est une chanson de Florent Pagny qui n'était pas un super hit, mais qui servait de chanson thème pour une émission sur France 3. Bon. Okay, ouais. Fait qu'il y a cette catégorie-là. Mais ensuite, il y a la catégorie où, encore une fois, j'étais à Paris, je pige une toune qui s'appelle Who Is It de Michael Jackson. Puis moi, on est en 2009, je pense, puis la chanson de Michael Jackson, This Is It, venait juste de sortir. Moi, je pige ça, je regarde ça, je réfléchis pas trop. La tune, ça faisait pas longtemps qu'elle était sortie. Là. Fait que je me dis, ça, c'est un coquin qui essaie de me pogner parce que la chanson, ça fait pas longtemps à ça. Fait que là, je me retourne vers le band, je leur montre avec mes doigts, c'est quoi la progression d'accords de cette affaire-là. On part à chanter ça. Puis je fais une version vraiment, avec le moonwalk, tout le kit de This Is It, fait tout le kit. Puis là, après ça, une fois que c'est terminé, les gens applaudissent. Puis là, je fais comme, ça vous va? Non, pas du tout. Pourquoi? Mais c'est pas ça du tout. Fait que là, je fais, c'est pas ça du tout. Elle dit, Who is it? Who is it? Who is it? Puis là. Michael Jackson, c'était Michael Jackson. C'était Michael Jackson, mais de l'album Dangerous, que ça t'était passé combien inaperçu. Fait que dans ce temps-là, quand je me fais prendre, la promesse, qui des fois est dite, des fois elle ne l'est pas, c'est qu'on va faire un show. On fait un show gratis chez cette personne-là. Fait qu'on est allé faire un show gratis chez cette personne-là, qui habitait juste au nord de Paris. Ça m'est arrivé donc 41 fois. Il y a un soir,
j'étais pas capable de faire Nothing Else Matters. Et je vais vous dire pourquoi. Moi, je bois pas. Mais j'ai acheté un théâtre à un moment donné et le concept du théâtre faisait que tout était branché. Et j'avais, avant qu'on ait des Apple Watch, là, j'avais une montre qui me montrait qu'est-ce que les gens commandaient comme boisson à toutes les tables. Puis là, c'est fabuleux. Moi, je suis propriétaire d'un théâtre, puis je suis capable de voir qu'ils ont commandé une bouteille de machin ou un scotch ou n'importe quoi. Fait que là, je le mentionnais. Cool. Puis là, les gens se mettent à m'envoyer des scotch. Puis là, moi, encore une fois, là, j'ai pas bu d'alcool jusqu'à mon mariage, parce que j'avais promis à mon père que j'allais pas boire avant de me marier. Je pensais pas de me marier si tard, mais enfin. Fait que j'ai commencé à boire là, mais tu sais, quand tu commences tard à boire, c'est plus intéressant. C'est un goût qu'il faut développer, le vin en particulier. Mais j'ai passé 6 mois en Écosse, en tournée à un moment donné, et là, le goût du scotch, mais je bois quand même peut-être un scotch par mois. Là, je bois vraiment très rarement. Mais ce soir-là, je suis en show, les gens m'envoient des scotch. Fait que, tu sais, le gars qui n'est pas habitué. On la monte, envoie tous les drinks au stage, là, j'en ai. Puis là, le show avance. Et là, je commence à avoir une barre. Puis là, je suis hungover avant le lendemain matin. Je suis hungover sur place. Et là, tu as vécu ce que Québec Redneck fait. C'est ça. Mais le jeu de ça, c'est que, en général, je dis pas aux musiciens c'est quoi. Fait que là, j'essaie d'expliquer à mon guitariste, qui est maintenant le chef sur En direct de l'univers, Jean-Benoît Lasanté. C'est ça. Puis là, j'essaie d'expliquer, tu sais, la tune est en 9-8, machin. Puis là, il fait comme Quoi? Puis là, j'essaie d'y expliquer qu'est-ce qu'on fait. Puis là, c'est pas si simple de m'asseoir au piano. Puis le jouer, c'est pas une tune vraiment de piano. Mais en tout cas, puis là, je m'assois, puis là, c'est complètement confus, qu'est-ce que je fais. Puis là, il me prend une envie d'évacuer ma vessie, j'allais dire. Puis là, je suis plus capable de penser. Là, je suis plus capable de réfléchir. Fait que le gars, il venait de grimper. Je disais, on va aller faire un show chez vous. Là. Puis le show a fini de même. Là. On a joué chaque fois. Là. Le show a fini de même parce que, fait que c'est mauvais. Fait que là, moi, je suis étonné maintenant de voir comment Éric Lapointe, Gilles Girard, tout ce monde-là qui boivent vraiment comme des trous, comment ils font pour faire des shows en même temps. C'est que ça a été le seul show à boire de Grégory Charles, dans le fond, ce soir-là. Ah, you bet, j'ai jamais bu un autre moment. C'est pas le fun. Mais tu sais, faire ça, les demandes spéciales, c'est pas une affaire évidente. Je sais que les gens sont habitués maintenant. Ah, il va faire n'importe quoi, mais non, c'est un travail. Il faut connaître le langage vraiment bien. Je dirais que le défi, des fois, les gens me disent « Comment tu fais pour te rappeler toutes les paroles? » D'abord, je ne me rappelle pas nécessairement de toutes les paroles, mais je me rappelle d'assez de paroles pour pouvoir faire quelque chose. Mais le défi, il n'est pas de se rappeler les paroles. Le défi, c'est de diriger le band, de jouer pendant qu'on se rappelle des paroles. Parce peu à la Frank Zappa, finalement, t'envoies des symboles et puis tout ça. Zappa faisait exactement la même chose, avec le même langage. Do majeur, sol majeur, ré majeur, la majeur, fa majeur, si bémol majeur. Ça marche de même, ce langage-là. De l'autre côté, les degrés. Première maison, quatrième maison, cinquième maison. Ce qui veut dire que les musiciens qui jouent avec moi, qui sont très, très bons, même quand ils n'ont aucune espèce d'idée, c'est quoi la toune, ils suivent ça. Mais sauf que pendant que tu fais ça, puis que tu joues, puis que tu chantes, des fois, tu oublies c'est quoi le deuxième couplet, d'où est-ce que tu t'en vas. Et c'est drôle parce qu'on est allé à New York il n'y a pas si longtemps encore, puis on a enregistré le band. Alors, moi, je travaille rarement avec des in-ear, avec des oreillettes, parce que je veux vraiment entendre le public. Mais mes camarades sont tous avec des oreillettes, puis ils ont tous des micros, puis ils se parlent. Fait que là, on l'a enregistré, puis là, des fois, je pars une toune, puis là, ils sont là. Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi cette tune-là? Puis ils se parlent entre eux. Pensez-vous qu'il va aller au bridge? Non, vraiment, il va aller au bridge. Puis là, c'est Tony Albino, qui est mon batteur. Il est batteur, tu sais. Puis des fois, il dit « Ah, comment les gars? Il va s'en aller 4, 5, 6, 3, 4, 1. Ça va se respirer. » C'est lui, il joue du drum, puis il leur dit « Ça va être ça, là. Comment on arrêtez de niaiser, là. » Puis fait que c'est ça qui se passe. Il y a un show. Il y a un show à l'intérieur du show. C'est comme Martin Saint-Louis qui dit qu'il y a une game à l'intérieur de la game. Mais là, il y a un show. Il y a un show à l'intérieur du show qui est le fun. D'ailleurs, pour mes musiciens, j'ai envie de dire, c'est très le fun de faire ces shows. C'est dur pour mes musiciens de retourner après ça faire des shows où ils ont des partitions puis qu'ils doivent faire des partitions. Parce que c'est excitant d'être dans un show où tu ne sais pas ce qui va arriver. Tu sais pas où dans la... Fait que dans ma vie, moi, j'ai pas vu 1 million de gens faire ça. Il y a les big bands des années 40 qui faisaient ça. Pourquoi?
Parce que le big band, c'était l'équivalent du DJ d'aujourd'hui. Puis le but du big band, comme un DJ, c'est que le monde soit sur le plancher de danse le plus longtemps possible, parce que plus ils dansent, plus ils ont soif. Plus ils ont soif, plus ils dépensent d'argent. Bon, c'est ça le but de la soirée. Alors, les big bands faisaient ça, mais les chefs, pour que le band n'arrête jamais, les chefs montraient si la prochaine tune allait être binaire ou si elle allait être ternaire. Puis ensuite, ils montraient dans quelle tonalité c'était. Ce qui donnait une indication. OK, c'est une tune en sol. C'est quoi les tunes en sol qu'on joue? Là, les gens étaient capables de passer. Et c'est pour ça, je ne sais pas si vous êtes des fans de swing, mais presque toutes les tunes de swing enregistrées commencent par... Ça commence tout par du drum. Pourquoi? Parce que pendant que le drum jouait, là, les musiciens s'en allaient à la tune qui était prévue. Presque toutes les tunes, dans tous les genres. Puis des fois, tu as une ligne, mettons, tu vas avoir, comme dans Duke Ellington, c'est très, très souvent une ligne simple qui est répétée et répétée et répétée jusqu'à ce que le band... Mais pendant ce temps-là, le chef donne des indications. Puis moi, c'est exactement ça que je fais. Comme Zappa. Tu connais bien ta musique parce que Zappa faisait ça aussi. Oui, c'est ça. Ben moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est que justement, c'est que ces musiciens, ils sont là, ils sont sur le stage, ils savent pas où ils s'en vont, puis ils sont sénères. Puis dans les documentaires que j'ai écoutés sur eux aussi, ils disent si tu te trompes de note dans une place, ils te regardent, puis le lendemain, probablement que t'es plus sur le show. Là. Ça, c'est intense. C'était intense, mais tu sais, la fille, c'était la clarionniste, j'ai oublié mes noms, ça va pas bien. Xylophoniste. C'est très militaire, jouer pour Zappa. Ça, je trouve ça un peu triste que ce soit militaire à ce point-là, mais moi, j'ai vu des shows de Zappa dans les années 70. C'est fascinant. Là. Comme les shows de Fish, comme les shows de Stevie Wonder. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Stevie Wonder en show. Stevie Wonder, il a un masse de répertoire, puis il fait son répertoire, mais il prend une fantaisie à tous les soirs. Là, subitement, il est dans une ville, puis là, il dit que j'ai parlé avec des gens qui m'ont dit tantôt que vous avez eu un super show de Prince dernièrement. J'aime tellement ça, Prince. Là, il se met à jouer du Prince. Boum! Là, il se met à jouer du Prince, puis il donne des indications, lui aussi. Il lève ses mains, puis il donne des indications sur ce qui s'en va. Il s'en va à la tonalité. Tout le monde le suit. Moi, j'ai une famille de même. C'était ça, l'idée. C'est sûr que c'est le fun. Est-ce que tout le monde peut faire ça? J'imagine que peut-être. T'as-tu fait de l'improvisation théâtrale? Ça a l'air d'être dans ta vibe, t'as l'air de mettre ça sur qui vive. Il y a de l'impro musicale aussi. C'est pas les Wonder 3-4. Il y a un paquet de signes aussi. Fait que autant pour les chanteurs, autant pour... J'ai fait de l'impro, pour répondre à ta question stricte, j'ai fait de l'impro au secondaire parce que ça commençait à être... Okay. À ce moment-là, on faisait de l'impro en noir et blanc. Et ça fait un bout. Fait que j'en ai fait un peu. Je peux pas dire que c'était dur à suivre. C'était plutôt... C'était le secondaire, je pense. Non, mais c'était plutôt expérimental, ma façon de faire de l'impro. Fait que... Les autres ne comprenaient pas tes signes. Moi-même, je ne comprenais pas mes signes. Fait que plutôt expérimental. J'ai fait quand même beaucoup plus de théâtre que je pensais dans la vie. Ouais. Parce que tantôt, je disais que je suis un acteur médiocre. Je suis un acteur ordinaire. Je suis un acteur qui... j'ai envie de dire, les gens qui ont une personnalité connue autrement, pour passer par-dessus... Tu sais, quand tu es une personnalité publique, là, puis je dis pas que je suis une personnalité publique gigantesque, là, mais tu sais, les gens, ils savent quand même qui je suis. Puis je suis dynamique, puis je parle, puis il y a beaucoup de mots à la seconde. Fait que pour faire oublier qui tu es quand tu es quelqu'un de connu, il faut que tu sois un sacrifice de bon acteur. Mm-hmm. Tu sais, je dirais qu'on a des très, très bons acteurs. Je pense à Luc Guérin, par exemple. C'est un acteur remarquable, Luc Guérin. Mais tu sais, je serais pas capable de dire il a l'air de quoi, Luc Guérin, dans la vie. Là. J'avoue. Non, mais je ne veux pas dire que je sais pas c'est qui. Là, oui. Mais je comprends. Il est comment dans un party? Là? J'ai aucune espèce d'idée. Je pense que les gens qui me regardent, moi, ils doivent avoir une bonne idée d'à quoi je Marcel Dimbois. Mais c'est ça, moi aussi, la seule image de Luc Guérin, c'est Marcel Dimbois. C'est ça. Fait je suis peut-être pas si mauvais que ça, mais faudrait que je sois meilleur pour pouvoir passer à... faire oublier qui est l'autre personne là, dont on connaît la face. Mm-hmm. T'as des offres pour jouer ou est-ce que ça vient ou ça fait pas partie de... C'est venu dans les dernières années. Ouais. Surtout, je dirais, juste avant la pandémie puis pendant la pandémie. Comme tout le monde savait qu'on était plutôt arrêté en termes de showbiz, il y a eu des idées. Et puis... mais nous, on était extrêmement occupés pendant la pandémie parce que de la même façon, on enseignait virtuellement, mais on faisait des shows virtuels. On a fait 250 shows virtuels. On avait un studio qui était fait pour ça. Mm-hmm. Après ça, honnêtement, il y a eu quelques approches pour différentes affaires.
Mais j'ai pris une autre tangente. J'ai commencé à faire des mises en scène. Hein. J'ai fait de la mise en scène de la Mélodie du Bonheur. Là. J'en ai quelques autres là, qui vont sortir là, dans les prochains mois. Et je suis allé à une autre place. En fait, pour tout dire, que vous voyez bien que je suis assez candide, je pense que pour devenir un meilleur acteur un jour, éventuellement, je pense que c'était peut-être un arrêt obligatoire pour moi de faire de la mise en scène. Parce que je me suis rendu compte en faisant de la mise en scène que je n'étais pas si nono que ça à la compréhension de ce qui doit être fait, le rythme. Tu sais, il y a toute une question, comme en musique, une question de rythme, une question de justesse, une question de ton. Il y a toutes sortes de questions comme ça pour lesquelles il y a un parallèle avec la musique. Je donne un exemple niaiseux, là, mais avant de faire la mise en scène, je n'avais pas nécessairement mis le doigt sur le fait que chaque personnage a pas juste un débit, mais un rythme de respiration. Oui. Puis, tu sais, dans notre vie, là, à tous, là, si tu es très attentif et tu écoutes les gens, là, tu te rends compte que les gens essayent de rentrer une idée principale entre deux respirations. C'est très rare que les gens ont une idée vraiment très importante puis ils vont essayer de l'exprimer par petits morceaux de 3 ou 4 phrases. C'est en général, quand les gens ont quelque chose de super important à dire, puis ils sentent qu'ils sont pas tout à fait rendus encore au bout, là, puis là, ils accélèrent le débit, c'est pour avoir fini avant de devoir respirer à nouveau. Puis ça, cette affaire-là, en faisant de la mise en scène et en écoutant d'autres acteurs, là, ça m'est devenu apparent. Puis là, j'ai commencé à saisir des subtilités, même chez des acteurs qui ont l'air, j'allais dire monochrome, c'est pas le bon terme, qui ont l'air assez... Mettons Roy Dupuis. Je pense que n'importe qui regarde Roy Dupuis se dit c'est jamais loin de Roy Dupuis. Là, quand ça. Mais il a quand même joué un robot, je pense, dans Screamer. Mais lui aussi, dans son jeu, ça change. Cette livraison-là, ce rythme de respiration-là change. Puis, c'est sûr que c'est toujours le même Roy Dupuis intense, mais je pense que la prochaine fois que j'aurai à jouer, si cette fois-là se présente, je serais peut-être un peu moins mauvais. C'est drôle que tu parles de ça parce que notre ami musicien, Dominique Hamel, lui, fait beaucoup de musiciens pour des shows d'impro. Ouais. Puis c'est ça, lui, pour son processus créatif, c'est vraiment de regarder la personne avant même qu'elle parle, comment elle respire, comment elle est positionnée pour l'appuyer. Il écoute ce que tu comment tu respires avec son corps. Je pense qu'il a totalement raison. C'est ça. Je pense qu'il a raison. C'est fou quand même, ça. Ça prend un 6e sens, là. Je sais pas. L'habitude aussi. L'habitude d'écoute. L'habitude d'écoute. De la même façon que comme musicien, tu écoutes, mettons, quand tu accompagnes des chanteurs. Puis moi, j'ai fait beaucoup ça. Quand tu accompagnes des chanteurs, tu écoutes où est rendu leur voix. Tu sais, j'ai accompagné beaucoup Kim Richardson, j'ai accompagné beaucoup Marc Hervieux. J'accompagne beaucoup des chanteurs plus classiques, plus lyriques. Mais tu écoutes dans quel état est leur voix. Puis là, ben, si tu es capable, tu vas leur partir quelque chose d'un demi-ton plus bas ou un ton plus bas ou même des fois un peu plus haut parce que tu es à l'écoute de ça. Puis des fois, leur niveau de fatigue a aussi une influence sur... C'est fou parce que tantôt, je vous disais, apprendre la musique, c'est pas un art des yeux, là, c'est un art de l'oreille. Apprendre à lire, c'est secondaire par rapport à apprendre à écouter. Mais tout est un art d'oreille. Hein. C'est fou que dans notre société, bon, je l'ai dit tantôt, moi j'ai étudié en droit, c'est fou que dans notre société, on accorde autant d'importance au témoin qui a vu quelque chose, sachant qu'on peut être totalement confus, morfondu par ce qu'on voit. On peut avoir une impression d'avoir vu clairement. Alors, on accorde énormément d'importance aux témoins visuels, alors que dans le fond, même dans nos vies personnelles, même quand les gens nous disent « ça va, c'est super, c'est fantastique », si tu écoutes ce qu'ils disent, si tu écoutes plus attentivement, il y a des chances que tu perçoives des choses qu'on ne perçoit pas à la vue. Ça va bien? Ouais. C'est sûr. Merci beaucoup, Grégory Charles. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait plaisir. Merci de ta générosité. Puis, on va te souhaiter un excellent spectacle, une excellente soirée ce soir. Je me souhaite ça, moi aussi. J'aime assez ma tournée en Abitibi. J'aime vraiment ma tournée en Abitibi. Moi, je suis venu ici en Abitibi quand j'étais kid. Il y avait un camp musical super cool au Mont Vidéo quand j'étais kid. Je pense qu'il existe toujours, ce camp-là. Je ne sais pas, il faudra vérifier. Et la beauté de ce camp-là qui était le fun, c'est qu'on faisait de la musique classique pendant la semaine, mais en après-midi, on faisait aussi de la musique populaire parce que le camp recevait des artistes pop la fin de semaine. Je me rappelle ma toute première présence au Mont Vidéo. On avait reçu un artiste du nord de l'Ontario qui s'appelle Robert Paquette. Robert Paquette est venu jouer avec nous autres. Puis là, c'était tellement cool, là, l'idée de faire de la musique avec un artiste pop qui était lui-même vraiment très, très libre. Alors, j'adorais ça. Je suis revenu plusieurs années.
développé des amitiés. Wow. Comme ado, j'ai travaillé chez Omar Rasputin. Ah ouais? La meilleure poutine au monde? Ouais, à Rouen. Ah ouais. Mais comment ça, tu... Hein? Absolument. Wow, là tu as dit des affaires surprenantes, mais que tu as travaillé au Rasputin, par exemple. J'ai passé beaucoup de temps, moi, quand même, en Abitibi. J'ai passé du temps à D'Alembert. J'ai passé du temps... J'avais des amis là. Moi, je suis chum avec une des Maurras, Christine. Oui. Qui fait de la radio, je crois que ça fait en ce moment-là. Il y avait beaucoup de médias. Et puis les autres de la gang, là, les gens du camp musical en sol mineur. Puis, je suis revenu en Abitibi tellement souvent. Je suis revenu pour la musique. Je suis revenu faire des... Je suis revenu avec mes chorales. On fait le tour des églises un peu partout, à Sainte-Terre, à Barrault. On fait le tour de l'Abitibi comme ça. Je suis revenu comme artiste, un peu comme je viens là, cette fois-ci. Tu viens du 100e d'Amos? Oui. 2014. Je me rappelle de l'ancien maire. C'est Chérubin, ben oui. C'est ça, très énergique. Fait que je suis venu pour toutes sortes de raisons, mais malgré tout ça, les raisons qui m'ont le plus amené en Abitibi, c'est les débrouillards. Notre toute première semaine de show, du show des débrouillards, on était venu ici pour faire 4 reportages. On est allé dans les mines, on avait un reportage sur le relief, on avait un reportage sur un gars qui avait gagné un concours de cerf-volant. Oui, un nerd abitibien. OK. Un jeune garçon, je pense qu'il avait 14 ou 15 ans, il avait gagné un concours international de cerf-volant qu'il avait fabriqué. Fait qu'on était venu pour cette raison-là. Puis il n'y a pas une année, pas une saison des débrouillards où on n'est pas revenu ou bien en Abitibi ou bien Témiscamingue. Pour n'importe quoi. On est évidemment venu quand il était question de faire de la pêche. On est revenu aussi pour la chasse. On est revenu pour un million de raisons. Et encore une fois, toute la question des mines, quand on a commencé en 1988, quand on a fini en 2005, il y avait eu une évolution gigantesque de la technologie, puis de la santé, puis de toutes ces affaires-là, tout ce qu'on savait. Fait que je ne veux pas faire passer pour un Abitibien, un adopté Abitibien, mais mettons que par rapport à d'autres gens... Si tu as travaillé au Maurras... Je pense que oui. Je pense que tu le mérites, ton statut. Par rapport à d'autres gens, je pense que je connais pas si pire mon Abitibi. Je suis impressionné. Là, je suis vraiment impressionné. Ouais. Ça conclut bien, on dirait. Merci, messieurs, de cette invitation-là. On peut te suivre sur Facebook avec l'Académie de Grégory, je pense, et le site web aussi. Oui, sur tous les médias sociaux. Là, puis effectivement, l'Académie met toutes nos autres activités. On a toujours plein de choses. Moi, je fais à peu près 120 spectacles par année d'une quelconque nature. Fait que si les gens ne sont pas écœurés de m'entendre, il y a des chances que je passe pour être chez eux. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci beaucoup.